Bonsoir à tous. Et d'abord, je voudrais excuser l'association pour la conférence du début du semestre qui n'a pas pu avoir lieu en raison de l'état de santé du conférencier. Elle sera, je vous le dis tout de suite, elle sera renouvelée, cette conférence, le 19 janvier 2023. Voilà. Cela dit, maintenant, je ne vous présente plus Jean-Louis Heudier, qui chaque année nous fait bénéficier de sa culture, de ses connaissances, avec la pédagogie qu'on connaît. Sauf, alors il a écrit des quantités de choses, et puis ce soir, il vient et avec le dernier livre qu'il a écrit, Mesurer l'univers, excusez-moi du peu, et c'est un livre qui vient de paraître. Je crois qu'il est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc vous avez la primeur de cet ouvrage. Oui, je vous laisse avec lui. Il va nous parler donc ce soir des couleurs du ciel, qui actuellement, si on prend au sens figuré, est parfois un peu sombre, mais certainement qu'il va nous éclairer là-dessus. Merci. Donc, effectivement, bien, alors, on va commencer par effectivement parler des couleurs du ciel, mais pas seulement. Parce que, en fait, bon, c'est bien beau de parler des couleurs du ciel, ça donne des idées un peu à tout le monde, mais il faut peut-être se mettre d'accord, d'abord, sur le mot couleur. Qu'est-ce que c'est que la couleur? Alors ça paraît évident. Alors, il suffit de regarder le dictionnaire, on trouve une très belle définition dans l'ITRE. C'est la sensation que produit sur l'organe de la vue la lumière diversement réfléchie par les corps. On est en 1877, hein, et vous verrez qu'à cette époque-là, on savait quand même un peu plus sur la couleur. La couleur, ainsi que l'a démontré Newton, sont les couleurs, ainsi que l'a démontré Newton, sont les produits de la décomposition de la lumière. Bon, ben on va voir. On va voir en commençant par essayer de comprendre comment marche, pour nous, la perception de la couleur. Ça se fait par les yeux, ou quand... Bon, non, c'est juste pour resituer le problème, ça se fait par les yeux, en principe. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait toujours prêt. Et en fait, l'œil, il y a une couche sensible au fond de l'œil, qui a des petits récepteurs, deux types de récepteurs seulement, des bâtonnets et des cônes. Les bâtonnets, il y en a une très très grande quantité, 120 millions dans l'œil, c'est énorme. Hein. Ils sont très, ouais, 120 millions pareil. Ils sont très 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 sensibles, ils ne sont pas très réactifs, il y en a partout, bon. Et ils distinguent que les nuances de gris, ils ne voient pas les couleurs. Les couleurs, c'est les cônes qui les voient. Alors il y en a beaucoup moins. Il n'y a que 5 millions de cônes pour 120 millions de bâtonnets. Alors les cônes, ils sont peu sensibles, mais ils sont très réactifs. Donc on balance la lumière dessus, ça joue tout de suite, et distingue seulement 3 couleurs. Donc c'est bien beau tout ça. Les bâtonnets, voilà ce qu'ils voient. Et les cônes, voilà. C'est les deux qui marchent. Donc les bâtonnets qui sont très sensibles, c'est des choses qui vous permettent de voir très bien la nuit. Malheureusement, comme ils mettent du temps à se déclencher, en général, on rallume la lumière, la catastrophe. Si vous voulez voir dans le noir, il faut attendre. Il faut attendre. Et on voit très bien dans le noir. Mais il faut attendre plus ou moins longtemps. Hein. Les gens un peu entraînés, il faut une dizaine de minutes. Quand on n'est pas entraîné, ça peut aller jusqu'à une demi-heure. Donc on est déjà rarement patient. Mais c'est dommage. Donc la pire des choses qu'on puisse faire quand on a des petits-enfants, c'est de les endormir avec la lumière. Parce qu'ils ne verront jamais correctement dans le noir, et puis ils auront peur du noir, alors que le noir, il suffit d'attendre nos yeux magiques, ils voient très bien dans le noir, ça marche. Bon, ben on va essayer de regarder tout ça. Les cônes,
Les bâtonnets, ils n'ont pas la même sensibilité. Hein. Donc les bâtonnets, ils sont plus sensibles vers disons le bleu, les courtes. Et puis les cônes, c'est plus vers l'autre côté. Bon, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bâtonnets sont extrêmement réactifs et qui voient bien dans la nuit. Alors, les couleurs, il n'y a que 3 couleurs. 3 types de bâtonnets qui voient les 3 couleurs comme ça. Donc, toutes les couleurs vont être mélangées avec ça. Quand on mélange ces 3 choses-là, ben, on obtient toute une série de couleurs. Il suffit de doser ça. Là, il y a toutes les couleurs ensemble. Là, il n'y en a qu'une. Donc ça veut dire que c'est facile de changer de couleur, il suffit de changer la lumière. Pour les autres, pour les complémentaires, ben, c'est la même chose. Et là, il n'y a plus rien. Ça veut dire que une image bien connue, colorée, en fait, pour nous et pour toute la perception qu'on peut en avoir, c'est simplement un mélange de 3 images faites dans 3 couleurs différentes. Et ça donne effectivement cette petite chose-là. Mais il n'y a que 3 couleurs de base qui permettent de lire ça. Donc après, c'est une question de dosage. Les gens qui ont commencé à étudier sérieusement la lumière, ben ça se passe il y a bien longtemps. Hein. C'est Newton qui, en fait, va faire les premières grandes découvertes. Il va découvrir, en attrapant la lumière du soleil par un petit trou qu'on fait, on prend un carton, on met un trou, et puis on a une lumière là. Il fait rentrer ça sur une lentille, et puis il met un prisme derrière, et il s'aperçoit que dans la lumière du soleil, eh bien, il y a effectivement plein de couleurs qui vont du bleu au rouge en passant par le vert. Donc il publie une première théorie des couleurs dès en fait l'époque de Louis XIV. Hein. Donc on commence à dire dans la lumière, il y a plusieurs couleurs. La lumière du soleil, il y a plusieurs couleurs. Donc comment est-ce que la couleur de ce qu'on voit est obtenue? Eh bien, par absorption ou diffusion de la lumière. La première chose, pour revenir au titre, hein, la couleur du ciel. Le ciel, vous avez tous vu ce genre de ciel. Qu'est-ce que c'est que la couleur du ciel? C'est le bleu ou c'est le rouge? C'est le même ciel. Comment se fait-il qu'il y ait 2 couleurs là-dedans? Et en fait, le problème, il est provoqué par la diffusion de la lumière. La lumière du soleil, elle arrive dans l'atmosphère de la Terre, et là, elle rencontre des particules, plus ou moins grosses, qui vont disperser cette couleur. Voilà. Là, il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas d'atmosphère. Là, il y a l'atmosphère, la couleur est dispersée, puis en dessous. Voilà. Donc, belle dispersion. Là, le blanc, c'est que toutes les couleurs sont mélangées. Donc, en fait, toutes les couleurs du soleil sont mélangées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de dispersion, il y a la transmission. Bon, ça marche. Donc, on comprend qu'il s'agit essentiellement, en fait, d'un problème de particules qui composent l'atmosphère, qui vont effectivement nous faire apparaître le ciel dans des couleurs différentes. Là, on commence à voir quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a du bleu et du rouge, là. Et le soir, c'est comme ça. On n'a pas changé le ciel, on n'a pas changé le soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en fait, les particules qui diffusent la lumière du soleil sont des particules un petit peu plus grosses que les particules très petites qui sont les atomes et les molécules de gaz. Dès qu'il y a un petit peu de poussière, eh bien, hop, on va diffuser le rouge essentiellement. Le bleu est parti complètement, il reste que du rouge là-dedans. Donc c'est bien, on a à peu près compris ça. Là, on a des particules un peu plus grosses, des petites gouttes d'eau qui nous renvoient la lumière dans toutes ces couleurs. Et les petites particules envoient le bleu dans tous les sens, c'est parfait. Là, ça se complique. Ah, c'est pas moi. Hein, j'ai tapé sur quelque chose? Non, bon.
Ça se complique parce que on a bien notre bonne diffusion par les toutes petites particules. Ici, on a le blanc, ça veut dire que effectivement on a des petites gouttes d'eau qui renvoient tout ça. Mais là, on a plein de couleurs qui sont dispersées autrement. En fait, ça veut dire qu'il y a comme chez Newton, le petit prisme qui doit se planquer là-dedans et qui nous disperse la lumière dans tous les sens. C'est ce qu'on a dans un arc-en-ciel. Hein? Alors si vous avez la chance de voir un arc-en-ciel, remarquez qu'il y en a toujours deux. Inversé, avec une zone plus sombre entre les deux, c'est très très chouette. C'est rare qu'on arrive à voir ça. Alors, le voir en entier, c'est encore plus rare. Mais effectivement, là, on voit bien que c'est le coup du prisme de Newton qui est là, qui est provoqué par les petites gouttes d'eau. Donc il faut regarder dans la bonne direction, c'est-à-dire à l'opposé du Soleil, pour voir les gouttes d'eau qui reçoivent la lumière du Soleil, qui la dispersent comme un prisme, et puis nous, on regarde ce qui se passe à l'envers, jamais sous le Soleil, à l'opposé du Soleil. Et là, on a le même phénomène, mais c'est encore plus amusant parce que c'est au début de la nuit, et on se retrouve avec des pseudo-arcs-en-ciel qui vont dans tous les sens, hein, sur des nuages qui sont éclairés par un soleil qui a disparu, qui est sous l'horizon. Donc c'est très très chouette tout ça. On comprend ce qui se passe. Donc la couleur habituelle du ciel, c'est tout simplement de la diffusion par les particules de l'atmosphère des couleurs qui sont là. Ça, c'est une autre façon d'attraper la couleur dans le ciel. Plus extraordinaire, tu ne l'as pas vu celle-là. Hein. C'est un spécialiste des aurores polaires. Là. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que ce n'est pas des nuages, parce qu'on voit parfaitement bien les étoiles qui sont derrière. Hein? Donc, ce n'est pas une couverture nuageuse, tout simplement. C'est simplement, en fait, ça se passe dans l'atmosphère. Et là, c'est un autre mécanisme qui fabrique la couleur. C'est l'excitation des composants de l'atmosphère. Alors là, c'est superbe, on voit très bien, on verrait tout à l'heure qu'il s'agit d'azote et d'oxygène qui sont là, mais c'est tout, il y a des particules chargées qui viennent du Soleil et qui viennent exciter l'atmosphère, ça nous fait apparaître des couleurs à un endroit où il n'y a pas de diffusion particulière. Regardez, c'est parfait, hein, on voit très bien les étoiles qui sont derrière. Donc c'est une autre façon de faire de la couleur. Il n'y a pas que la diffusion, visiblement, il y a de l'excitation. Puis quand on regarde les étoiles, là c'est encore pire. Si on voit les étoiles comme ça, quand on regarde un peu vite, on va dire c'est bien, les étoiles elles sont là. Non. Sauf que si on regarde de près, on s'aperçoit que les étoiles ne sont pas toutes de la même couleur. Or là, ce n'est pas une question de diffusion, d'excitation, ce n'est pas le soleil qui les éclaire. Qu'est-ce qui se passe? Les étoiles ne sont pas toutes de la même couleur. Alors là, il a fallu comprendre ça, et on a compris ça relativement tard. Dès le début du XXe siècle, on a compris que, en fait, la couleur, c'était lié à la température d'un corps. Quand on chauffe un corps, une étoile par exemple, elle est chauffée par elle-même, selon sa température, eh bien, ça va émettre de la couleur qui ne sera pas toujours la même. Plus c'est chaud, plus ça va être vers le bleu, moins c'est chaud, plus ça va être vers le rouge. C'est le contraire des plombiers. Hein. Voilà. Le bleu, c'est chaud, et le rouge, c'est froid. Ouais. Bon. Et on s'aperçoit qu'effectivement, nous, ce qu'on voit, la partie visible, c'est une toute petite partie. Et encore très 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 chaud, il va émettre énormément par là. Bon, il émettra aussi dans cette zone, mais son maximum sera plus dans le visible. Alors ça, on comprend ça depuis un peu plus de 100 ans, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces étoiles-là de couleurs différentes ne sont pas de même température. C'est quand même un super thermomètre. On peut avoir à la couleur des étoiles rien qu'en... la température des étoiles rien qu'en regardant leur couleur. Donc ça, c'est une bonne chose. Et voilà, on n'a pas les étoiles les plus connues, là, on a plein de choses sympas ici. On a des couleurs dans tous les sens. Alors là, on commence à être un petit peu plus compliqué parce qu'on a à la fois des étoiles et puis des zones de diffusion, un peu comme l'atmosphère, des zones de diffusion de la couleur. Regardez, là,
c'est magique, il y a des étoiles superbes qui sont là, à peu près toutes de la même couleur, et puis ça diffuse. Ça veut dire qu'il y a entre les étoiles des particules qui se promènent et qui diffusent, et que selon la taille de ces particules, ou la proximité de l'étoile, eh bien, il va se passer des choses. Là, on va parler des étoiles bien blanches qui sont assez chaudes, relativement chaudes, des jeunes, et puis là, des étoiles un peu plus froides. Donc, on a déjà un bon thermomètre. On peut avoir, si on sait faire parler un peu la couleur, si on sait l'enregistrer correctement, on commence à y voir un petit peu plus clair, si je puis dire. Alors, quand on regarde le Soleil lui-même, là, on s'aperçoit que c'est intéressant parce que le Soleil photographié correctement avec un bel instrument, on s'aperçoit que sur le Soleil, il y a des zones plus sombres, donc plus froides. Il y a des taches solaires qui sont plus... Puis là, il y en a qui sont plus chaudes sur le bord. Donc on va pouvoir effectivement jongler avec toutes ces choses-là. Et c'est en regardant correctement comment se dispersait la lumière du Soleil avec les méthodes de Newton qu'au tout début du 19e siècle, William Herschel s'aperçoit qu'il y a de la lumière que le Soleil émet, mais qu'on ne voit pas. La lumière qui est plus rouge, que nos yeux ne voient pas, mais qui existe, parce que ça fait chauffer suffisamment son matériel, donc ça en perçoit. Et donc on se dit, c'est bien, si je disperse la lumière, là, il y a des zones que je vois très bien, qui font partie de la sensibilité de mon œil, et puis il y a des choses qui existent, qui sont à côté, plus loin. Il faut trouver des outils efficaces pour pouvoir attraper cette lumière, mais elle existe et elle va nous renseigner aussi. Donc c'est de la lumière invisible. C'est un peu paradoxal pour nous. A priori, pour nous, la lumière, c'est ce qu'on va... Non. En fait, le maximum de lumière qui se promène dans l'univers, et même ici, c'est la lumière qu'on ne voit pas, à laquelle nos yeux ne sont pas sensibles, mais qui nous renseigne sur plein de choses. Et on va apprendre très rapidement à décomposer cette lumière. On va utiliser le coup du prisme de Newton pour essayer de voir comment cette lumière est composée, donc en mettant en évidence les lumières côte à côte. Et M. Fraunhofer, dès le début du 19e siècle, découvre que, en fait, il y a des raies bizarres, des raies sombres dans le spectre continu de la lumière. C'est la même chose, ça c'est chose, on chauffe quelque chose, n'importe quoi, on prend une chandelle, on diffuse la lumière, paf, le prisme nous donne ça. Sauf que si on met un gaz, si on prend un gaz, qu'on fait chauffer le gaz, seulement le gaz chaud, on s'aperçoit que c'est plus un spectre continu, mais c'est un spectre de raies. Donc on a la signature du gaz en question, du corps en question qui est là. Et si le même gaz, il est situé entre le prisme et la source lumineuse, eh bien on va avoir des raies sombres. C'est ça que découvrent des gens comme Fraunhofer et d'autres. Ils s'aperçoivent que quand on prend le spectre du Soleil, il y a des raies sombres là-dedans. Les raies sombres, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus froid, soit à la surface du Soleil, soit entre le Soleil et nous. Donc, analyser la couleur, ça nous donne des renseignements extrêmement importants quant à la nature de la matière, des corps qui se trouvent entre l'émetteur et le récepteur. Alors, on va apprendre à découper la matière en plein de petits morceaux, et donc c'est la signature chimique. Si on peut faire une analyse chimique d'un objet sans aller le chercher, il suffit de décomposer la lumière qu'on en reçoit et puis de savoir lire correctement un spectre. Donc voilà, alors chaque couleur pour un scientifique, c'est en fait une longueur d'onde. Une longueur d'onde, c'est une chose extrêmement précise, ça va être une raie. Et en fait, pour un corps plus simple, prenons de l'hydrogène, un proton, un électron qui tourne autour, eh bien, on va pouvoir avoir plusieurs solutions de position de cet électron qui tourne plus ou moins loin du noyau, et on peut le faire changer de niveau en lui envoyant de l'énergie ou en le laissant perdre de l'énergie. Donc tout va bien. Ça veut dire que dans le spectre, il y a la partie visible qui est toute petite, mais il y a tout le reste qui va pouvoir nous permettre d'avoir des renseignements intéressants. Encore faut-il pouvoir attraper ces couleurs-là, ces lumières qui sont trop petites ou trop longues.
Et il y en a pas mal qu'on ne peut attraper que au-dessus de l'atmosphère, qui est un superbe lunette de soleil. C'est notre atmosphère à la Terre, hein, ça bloque presque tout. Donc voilà, donc tout va bien. Nous, la partie visible, c'est tout petit, mais ce qui intéresse tous les scientifiques, en particulier les astrophysiciens, bah, c'est tout le reste. Là, il y a vraiment de l'information. Encore faut-il être capable d'aller la chercher. Voilà le spectre du Soleil. Quand on a suffisamment d'énergie, suffisamment de lumière pour pouvoir découper ça en petits morceaux, ben on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs là-dedans. De l'émission, de l'absorption. Ça, c'est les images d'aujourd'hui, vous voyez, c'est du Soleil dans des longueurs d'onde extrêmement précises. Hein, voilà, 17,1 nanomètres, c'est du fer 11, c'est du fer auquel on a arraché 11 électrons. Là, du fer 12 électrons. Donc on a en fait, on peut faire une analyse extrêmement précise de la source grâce à ce type de traitement. Encore faut-il avoir les moyens d'obtenir des images comme ça, et puis de les analyser correctement. Ça c'est du fer 15, ça c'est de l'hélium 2. Hein, voilà. Donc, on est content, on commence à bien savoir faire l'analyse chimique, un peu plus que chimique, même rien qu'en faisant parler la couleur. Et puis on voit par exemple une jolie aurore comme celle-ci, c'est de l'azote, 630 nanomètres, on a l'azote là. Là on va avoir de l'oxygène. On reconnaît vraiment des choses qui sont dans la très haute atmosphère, à plusieurs centaines de kilomètres du sol. Il y en a très très peu, mais il y a des particules qui viennent du Soleil, qui excitent tout ça, et ça nous donne des superbes choses dans le spectre, dans le visible. Un petit peu plus tard, Doppler continue de travailler sur la spectroscopie et s'aperçoit que, en fait, si la source lumineuse se déplace, bien, le spectre se déplace. Le spectre se décale vers le rouge quand la source s'éloigne et se décale vers le bleu quand la source se rapproche. C'est pareil, nous, en général, les feux rouges d'une voiture, c'est quand elle s'éloigne. Hein. Et puis le bleu, c'est dans l'autre sens, quand on s'approche. Et donc, qu'est-ce qu'il voit? Il s'aperçoit que c'est intéressant que deux étoiles doubles, deux étoiles qui tournent autour de l'autre, il y en a une qui s'éloigne, une qui s'approche à chaque fois, donc on va avoir un spectre qui va se promener comme ça. Donc ça veut dire qu'on est capable de voir, de mesurer en fait comment tournent les étoiles l'une autour de l'autre sans les distinguer individuellement, simplement en regardant comment leur spectre évolue. Donc une méthode d'analyse extrêmement puissante. Ça c'est bon pour les étoiles. Pour les nébuleuses, c'est un peu plus compliqué. Parce que là on a des étoiles, c'est très bien, on sait prendre leur spectre, on sait ce qui se passe là-dedans. Là, ces couleurs qui sont là-dedans, d'où viennent-elles? C'est pas si compliqué que ça, on a appris à lire. Ça, c'est Rōfuki, une belle histoire. Ça, c'est tout simplement de la diffusion par réflexion, hein, comme l'atmosphère de la Terre éclairée par le Soleil. Mais là, on a une étoile un petit peu plus chaude qui excite, qui est assez proche pour exciter en fait le nuage d'hydrogène qui est là, et on a une émission. Donc ça nous donne à la fois des renseignements sur la température de l'étoile, sur la distance du nuage par rapport à l'étoile. On a de la réflexion aussi. Là, Alphasco, Scorpion, c'est de la réflexion. Et puis là, on a de l'absorption. Il y a des particules un peu plus grosses qui empêchent de voir à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'une image comme ça, c'est beau, d'accord, mais c'est beaucoup plus que beau. On peut aller chercher des choses là-dedans. Pareil, là, je vais vous montrer quelques images assez superbes, où on a à peu près tous les mécanismes d'émission, de réflexion. Alors ça, c'est amusant, parce que là, on a visiblement un nuage de poussière, des étoiles de couleurs, de températures différentes, un joli nuage de poussière qui est là, mais si on regarde dans d'autres longueurs d'onde, on peut voir à travers le nuage. On va pouvoir traverser le nuage, voilà, dans le même nuage, à travers... Regardez, ça c'est tel que dans le visible ici, et là, dans l'infrarouge assez lointain, on voit complètement au travers, le nuage a disparu. Donc c'est une puissance d'analyse extraordinaire, encore faut-il avoir les instruments qui vont permettre de
récolter suffisamment de lumière, donc des diamètres de télescope très grands, pour pouvoir décomposer ça en petits, pour pouvoir l'étaler derrière, pour pouvoir effectivement faire toutes ces analyses. Ça, c'est une des régions les plus connues du ciel, hein, c'est un petit morceau d'Orion, le T qui se promène dans le ciel. Voilà. Donc là, ça se passe, comment dire, ça c'est une des toutes dernières images qui a été faite par le télescope Webb. On retombe sur Orion, j'aime beaucoup celle-là. Donc voilà, maintenant, à vous de jouer, dites-moi ce qui diffuse, ce qui... Non mais en fait, voilà, vous comprenez que on peut faire parler les choses grâce aux connaissances qui continuent de s'agrandir dans le domaine de la physique. On peut faire parler les choses de manière extrêmement efficace. Donc ça, c'est un petit bout de la tête de cheval. Bon, bah, on comprend un peu mieux comment on peut faire parler une image en faisant beaucoup plus que d'analyser son esthétique. Encore faut-il que l'image en question soit parfaitement documentée. C'est qu'on sache, et ça c'est valable pour tous les gens qui font un cliché, en particulier sur le ciel, mais chaque image est unique. Donc on ne sait pas ce qu'on pourra en faire dans 100 ans, dans 200 ans, etc. Mais il est absolument indispensable qu'on sache à tout moment, quand on voit un cliché, où il a été fait, quand il a été fait, avec une très grande précision, la plus grande précision possible sur la date, et comment, quel type d'émulsion on a utilisé, quel type de récepteur on a utilisé, etc. Donc il faut tout documenter, ce que beaucoup de gens, en particulier beaucoup d'astronomes amateurs, ne font pas. Malheureusement, ils se contentent de faire « Ah, j'ai fait une superbe image d'Orion. » Bon, bah d'accord. Mais ça sert à rien. Bien. Ah bah ça c'est la même, c'est des images pareilles des grandes nébuleuses, la même vue par Hubble et par Webb. Donc on va beaucoup plus loin avec celui-là, mais on en reparlera un petit peu après. Donc, on sait à peu près comprendre comment ça fonctionne maintenant, on sait qu'il y a un énorme travail d'analyse, puis on peut se contenter de trouver ça beau, c'est bien, mais c'est plus que beau, parce qu'il y a une énorme quantité d'informations, et des dizaines, des centaines, voire des milliers d'heures de travail, avant et après. Voilà, ça c'est... Bon, on en reparlera de ce champ. Mais on se rappelle, hein, étoiles de couleurs différentes, etc. Sauf que là, il y a un truc qui n'est pas une étoile. Je ne sais pas si vous remarquez, quand on la regarde de plus près, c'est ça. Hein, c'est ça. Et alors là, c'est amusant, parce que là, c'est facile à analyser. D'après tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, maintenant, vous savez tout. Hein. Il y a une étoile ici qui visiblement excite un nuage qui est apparemment de la matière qui s'est échappée de ces choses-là. Donc c'est une étoile qui a explosé. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a la bonne signature de l'oxygène qui est là, 557 nanomètres, la bonne signature de l'hydrogène, 656. Là, on peut... C'est rien, mais c'est beaucoup par rapport à simplement une constatation purement esthétique. Donc ça, c'est effectivement... Là, on est en train de voir des explosions d'étoiles avec cette matière, cette lumière qui s'écarte à travers la matière qui a été éjectée de l'étoile auparavant. Donc les petites signatures sont toujours présentes. C'est toujours la même chose, hein. Explosion, explosion, explosion. Bon, il faut mieux pas être sur place, mais on fait ça. Ah, celle-ci est assez intéressante et amusante parce que c'est des choses qui ont été faites sur plusieurs années et on voit le flash lumineux traverser la matière qui est autour de l'étoile et l'éclairer au passage. C'est un coup de flash qui a été balancé, ça a duré plusieurs années, 3 ans. Donc en fait, on a la taille de cette nébuleuse, c'est 3 années-lumière, et donc c'est assez magique. Les groupements d'étoiles,
Parce que les étoiles, elles sont... Nous, on est habitués à notre étoile, enfin, il n'y a pas si longtemps ça qu'on sait que le Soleil est une étoile. Giordano Bruno a été un peu brûlé parce qu'il disait ça en 1584. Non, il ne disait pas que ça, hein. Enfin, c'était grave. Et donc, avant que le Soleil ne soit une étoile, pour tout le monde, ça a été un peu compliqué, et c'est pas si vieux que ça. Il n'y a pas 200 ans hein, que tout le monde est à peu près d'accord. Il y a beaucoup de gens qui continuent à ne pas être d'accord, mais ça, c'est leur problème. Non, non, mais la Terre éclate aussi. Hein. Il suffit de regarder autour de soi. Et donc, là, les étoiles, on a fini par comprendre qu'elles vivaient dans des familles, dans des groupements qu'on appelle des galaxies. Alors, de chez nous, de l'hémisphère nord, il y a une seule galaxie qu'on voit à l'œil nu. C'est déjà pas mal. Il y en a une, c'est Andromède, elle est là, elle est visible à l'œil nu. Mais avant qu'on se rende compte, c'était une galaxie, c'était autre chose qu'un nuage, un petit peu comme ceux qu'on avait déjà exploités. Il a fallu attendre le début du XXe siècle. Donc c'est pas vieux. Et donc, non, depuis, on a appris qu'une galaxie, voilà, toutes les étoiles vivent dans des galaxies. Les galaxies, c'est des paquets de quelques centaines de milliards d'étoiles. Hein, voilà. Qui sont... voilà, là, il y a tellement que ça paraît être une purée continue. Et puis, il y a visiblement des zones assez différentes, où on voit par exemple là la belle signature de l'hydrogène qui se promène ici. Donc les étoiles, on a appris à lire ça, elles se forment dans les bras comme ça. Voilà, là pareil, une jolie galaxie. Les étoiles qui sont là, c'est les étoiles de notre propre galaxie, hein, le premier plan. Donc la petite galaxie, elle est là. Et voilà, voilà comment en fait on arrive à faire parler sérieusement la couleur, les différentes images, pour pouvoir comprendre comment fonctionne une galaxie et comment tourne une galaxie. Apparemment, notre galaxie tourne en 220 millions d'années à peu près. Le Soleil, il a déjà fait une petite quarantaine de tours. Ouais. Mais pas depuis qu'on est. Hein. Et des galaxies, il y en a plein, plein comme ça, beaucoup, beaucoup dans tous les coins. Et alors là, vite compris que si on prenait le spectre d'une galaxie, ça s'était fait au tout début du XXe siècle. Si on prend le spectre d'une galaxie, on étale la lumière d'une galaxie, en fait on a le spectre de toutes les étoiles, toutes mélangées, donc ça va être n'importe quoi. Sauf que il y a dans le spectre de 100 milliards d'étoiles en même temps, il y a les raies spectrales qui correspondent à un composant que toutes les étoiles ont, qui est partout, partout, partout. C'est les raies qui sont ici, les raies H et K, donc elles sont là. C'est partout. Et quand on prend les spectres galaxies, comme fait Edwin Hubble donc, dans les années 1920, il s'aperçoit que plus les galaxies sont petites, plus les raies spectrales sont décalées. Autrement dit, les galaxies ne sont pas immobiles. Rappelez-vous ce qu'on appelait l'effet Doppler, hein, les galaxies ne sont pas immobiles. Plus elles sont petites, lui, il dit plus c'est petit, plus c'est loin. Il considère qu'elles sont toutes identiques au départ. C'est pas idiot. Il sait que c'est pas vrai, mais c'est une façon d'aborder le problème. Plus les galaxies sont loin, plus le spectre est décalé vers le rouge. Autrement dit, plus elles s'éloignent. Ah ben ça marche. Les galaxies s'éloignent les unes des autres d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Et on trouve, rien qu'avec ça, on trouve le moyen de structurer l'univers. On va pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc on va étudier les spectres et les galaxies, puis on va tomber sur des trucs impossibles, parce qu'il y a tellement de galaxies, qu'il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver. Il y en a deux qui sont en collision, là, ils sont en train de se croiser. C'est déjà arrivé pour la nôtre, hein. Notre galaxie a déjà eu une copine, puis ça va recommencer dans quelques milliards d'années. Alors, les étoiles sont tellement éloignées les unes des autres au sein d'une même galaxie, que deux galaxies peuvent se croiser, sans que les étoiles se rencontrent. Bon, il y a très très peu de collisions, mais les grands nuages, eux, ils peuvent effectivement être dispersés, passer d'une galaxie à l'autre, etc. Donc il se passe des choses tout à fait intéressantes. Et là c'est des champs, pareil, on étudie tout ça, bien sûr. Sur cette image-là, il y a très peu d'étoiles. Il y en a une là. Tout le reste,
ce sont des galaxies qui contiennent plus que 100 milliards d'étoiles. Tout le reste. Autrement dit, ça rend un peu humble, mais ça nous donne l'envie d'en comprendre, de forcer un petit peu, d'aller chercher un peu plus là. Voilà, là c'est assez magique. Là, je crois qu'il n'y a pas d'étoiles sur celle-là. Il n'y a que des galaxies. Chacune des taches que vous voyez là contient plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et c'est pire, voilà, c'est les toutes dernières images de web, là, donc celle-ci on l'a déjà vue tout à l'heure. Là, il y a une étoile là qui est là, il y a 2, 3, 4 étoiles, mais surtout, on traverse, on va loin. Donc on se dit, ben, si une étude globale de l'univers, ça serait vraiment intéressant d'essayer de photographier tout le temps, pour essayer de voir comment c'est réparti. Mais pour ça, il faudrait arriver à retirer tout ce qui gêne. Alors ça, c'est ce qui a été fait. Ça, c'est des images qui ont été faites, un satellite, un gros programme, ça s'appelle Planck. Ça, c'est la vision globale où on voit effectivement ici notre propre galaxie, donc les étoiles de galaxie qui nous empêchent de voir le reste. Et puis, il y a un peu tout, là, il y a moins d'étoiles par là, donc on voit d'autres choses. Et donc, il a fallu déjà beaucoup de temps pour acquérir ce genre de choses dans des longueurs d'onde un petit peu exotiques. Puis ensuite, le beau travail de traitement de l'information, ça a été de retirer tous les premiers plans qu'il y avait là-dedans. Alors ça, c'est le travail de Planck, donc ça, c'est l'image globale, là. Non. Alors, on va retirer de ça déjà toutes les régions de formation d'étoiles. Donc ça, c'est les régions de formation d'étoiles qui ont été analysées, on les retire. Ensuite, toute l'émission radio de la Voie lactée, ça se retire aussi. La poussière de la Voie lactée, on la retire aussi. Et on arrive sur le fond. Là, je vous assure qu'il y a quelques milliers d'heures de calcul pour pouvoir faire ça. Et ça permet d'avoir une carte, en fait, de l'univers très lointain, autrement dit, de ce qui se passait peu de temps après le Big Bang, il y a un peu plus de 13 milliards d'années. Donc, voilà, la carte la plus précise qu'on ait en fait du fond de l'univers, c'est ça. Donc, vous voyez que, en fait, jouer avec les couleurs, ça nous amène vraiment loin. Et c'est vraiment passionnant de voir comment, en fait, en moins de 200 ans, allez, un peu plus de 200 ans à peine, on est passé, en fait, d'une sorte de réception totalement passive de la couleur et de notre environnement, à une vision un petit peu plus positive, mais beaucoup plus complexe, qui nécessite énormément de travail. Et pour ça, il suffit de travailler. Il suffit de travailler et de se méfier de nous. Parce que notre perception, on a vu qu'elle était tellement limitée qu'elle nous cachait tout. Donc il faut arriver à retirer, comme on l'a fait sur cette image-là, tout l'environnement local, même si le local va très loin. Alors je vais finir avec un petit La Fontaine, qui nous dit effectivement qu'il faut faire extrêmement attention. Il dit que... Hein? J'ai besoin de mon souffleur, ma souffleuse. Non. Alors, je ne sais pas où l'a commencé, mais... alors qu'un philosophe assure que toujours, par leur sens, les hommes sont trompés, un autre philosophe jure qu'ils ne nous ont jamais dupés. Tous les deux ont raison, car la philosophie dit vrai quand elle dit que les sens tromperont, tant que sur leur rapport les hommes jugeront. Mais aussi si l'on rectifie l'image de l'objet sur son environnement, sur son éloignement, sur le milieu qui l'environne, sur l'organe et sur l'instrument, les sens ne tromperont personne. J'aperçois le soleil. Quelle en est la figure? Ici-bas, ce grand corps n'a que 3 pieds de tour. Mais si je le voyais là-haut, dans son séjour, que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature? Sa distance me fait juger de sa grandeur. Sur l'angle et les côtés, ma main la détermine. L'ignorant le croit plat. J'épaissis sa rondeur.
Je le rends immobile, et la terre chemine. Bref, je dément mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme, en toute occasion, développe le vrai, caché sous l'apparence. Je ne suis pas l'intelligence avec mes regards peut-être un peu trop prompts, ni mon oreille lente à m'apporter les sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. La raison décide en maîtresse. Mes yeux, moyennant ce secours, ne me trompent jamais, en me mentant toujours. Ah, c'est beau ça. Donc, voilà. Bon, ça va. Mais tout le monde ne dort pas. Non, mais vous voyez, en fait, les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde. Et effectivement, c'est ça qui est important pour de voir que, grâce à une énorme quantité de travail qui est fait depuis des siècles, on commence à comprendre un peu, mais à chaque fois qu'on fait une découverte apparemment majeure, on découvre d'abord notre ignorance. Et on se dit qu'il y a plus... On lève un voile, ça veut dire qu'il faut chercher encore plus, parce que... Donc il y a du boulot. Il faut arrêter de croire qu'il suffit de tout acheter. Hein. Il vient de trouver une exoplanète où il y a un gaz. Oui, il y a du barium dans l'atmosphère, oui. Bah oui, mais on a une avec de la flotte hein, aussi. Il y en a une autre avec une belle atmosphère pleine d'eau. Enfin non, non, c'est bien. Mais ça, j'ai fait une conférence hier sur les exoplanètes. Mais non, mais là, c'est... Oui. Et ce qui est fantastique, c'est que ça se banalise, mais que ça fait moins de 30 ans qu'on a découvert les exoplanètes. En moins de 30 ans, on en a découvert plus de 5000, alors qu'il y a 120 ans, quand on a commencé à découvrir les astéroïdes, alors qu'on sait maintenant qu'il y en a des centaines de milliers, il a fallu 40 ans pour en trouver 10. Hein? Bon, voilà, on est actuellement à 1 million. Et les outils sont fabriqués par les gens qui continuent à se poser les bonnes questions. On a dit, bah, le web, là, c'est super. Oui, c'est une étape. Est-ce qu'il y a des questions après cet exposé qui, pour moi, est enivrant hein, c'est pour ça que de la flotte. Peut-être qu'il me dépasse. Hein. Alors, justement, tu vas essayer. Oui. Merci. Je suis un peu en overdose là. C'est génial, mais alors c'est beau, c'est intéressant. Les couleurs, c'est magnifique. Le noir. Ouais. Le noir. Le noir, c'est, si je l'ai montré, c'est qu'en fait, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de lumière. On fabrique, nous, le noir quand il n'y a pas du tout de lumière. Hein. Sur Terre, le noir n'existe pas. Il n'y a que sous Terre que tu peux l'avoir. Hein. Sur la nuit, où qu'on soit, et on y voit. C'est où il y a des étoiles, ça éclaire, mais le noir vrai n'existe pas. Sous Terre, oui, il y a du noir. Hein. Quand on regarde le ciel. Le ciel, il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Ben non. D'ailleurs, il est plein d'étoiles, mais il n'est jamais noir. Il n'est jamais vraiment noir. Alors, a priori, pour nos petits yeux, etc., ça va, mais même pour nos yeux, on voit bien qu'il y a des étoiles. Le noir complet, on ne le voit pas. Il y a un seul endroit, c'est de se mettre sous terre. Et le trou noir. Hein? Un trou noir, c'est autre chose. Ça, c'est une forme particulière d'étoile en fin d'évolution. En fait, ça s'appelle comme ça parce que ça se passe comme un trou dans la mesure où c'est une masse extrêmement concentrée. Hein. Le Soleil, si on arrivait à ramener le Soleil dans une sphère de 4 km, la gravité serait telle que la lumière ne pourrait pas en sortir. Donc il serait noir, il aurait la même masse, il ne se passerait rien pour nous, on tournerait autour de la même manière, sauf qu'on ne le verrait pas. Donc ça serait un trou noir. Voilà. Mais c'est tout, c'est simplement un objet un peu exotique qu'on connaît, qu'on a
Il y en a plein partout dans l'univers. Mais c'est une forme, c'est noir parce que la lumière n'en sort pas. La lumière telle qu'on la voit, même, mais peut-être qu'il y a des choses qui sortent quand même. Il y a du boulot, ben oui, c'est des points d'interrogation. Oui. C'est le jaune, parce que Hein? on nous dit les couleurs primaires, Ouais. c'est bleu, rouge et jaune, Ouais. et que le vert, c'est le mélange du bleu Ouais. et du jaune. Ouais. Voilà, alors ça Bleu. Bah oui, mais ça, tu peux faire, tu peux avoir rouge, vert, jaune, et puis tu peux avoir les complémentaires. À chaque fois, c'est ce que je montre au début, ça. On va monter. Ah. On ne veut pas jouer? On peut jouer. Ah. Avec ces trois couleurs de base sur lesquelles nos bâtonnets sont sensibles, on peut fabriquer, ça, mais là on a mis la même quantité partout, après c'est une question de dosage. Hein. Et sinon on prend les trois complémentaires. Mais c'est le même principe. Avec ça on fait ce qu'on veut. On dit qu'on perçoit bleu, rouge et vert. Oui. Alors je suis surprise, c'est pas le jaune. Ben si, le jaune c'est un morceau, c'est un mélange de deux. De toute façon, on perçoit bleu, rouge, vert, mais à des doses différentes et à des doses différentes, et des mélanges différents. Donc c'est les mélanges qui font toute la variété. Heureusement pour nous, on n'a pas un petit truc qui nous fait clignoter les couleurs l'une après l'autre et puis qui permet, comme au cinéma. Donc ça se mélange bien, puis notre cerveau il fait ce qu'il faut pour que ça marche. Mais effectivement, ça marche pas si bien que ça de temps en temps, avec des petits problèmes. Ça, c'est pour les humains et les animaux. Ah, les animaux, c'est le même genre de problème, mais effectivement, quelquefois ils ont plus de couleurs, quelquefois ils en ont moins. Ils ont pas, mais les objets à percevoir sont forcément les mêmes. Donc en général, la vision, elle est adaptée en fait aux nécessités de la vie, tout simplement. Nous, on est bêtement organisé pour que notre sensibilité de vision soit bien avec la lumière du soleil. C'est pas un hasard, hein. C'est simplement l'évolution qui a fait ça. Si le soleil était plus chaud, on aurait un décalage de notre sensibilité visuelle. Mais pour les animaux, c'est la même chose, c'est en fonction de leurs nécessités. Les animaux qui vivent que la nuit, donc ils vont avoir des bâtonnets mieux foutus, mais ils ne voient pas forcément de couleur, ils n'en ont pas besoin. Il y en a qui en voient, mais ils n'en ont pas forcément besoin. Il faut mieux voir vachement bien la nuit. La nuit, les couleurs sont moins évidentes, même pour les animaux, mais il y en a pour lesquels... il y en a qui ne voient rien du tout, aussi. Ça existe. Il y a des animaux totalement aveugles. Et pas par maladie, tout simplement. Parce qu'ils vivent dans les endroits où il n'y a pas besoin. Ah ouais. Les daltoniens. Daltoniens, ben ça c'est des altérations en fait d'une partie. Ici, il manque une série de cônes, il y a des mélanges de couleurs qu'on ne pourra jamais voir. Donc ça veut dire qu'il y aura des glissements de couleurs, etc. Il y a des gens qui ne voient pas du tout les couleurs. En fait, et une autre chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est d'accord, on dit ça c'est rouge, etc. Mais on ne voit pas la même chose les uns avec les autres. Tout est changé. On interprète ça de la même manière. On est d'accord pour dire que on voit tous un truc là, mais notre vision... Mais je sais pas, si vous avez déjà fait l'expérience, vous ne voyez pas forcément toujours la même chose d'un œil à l'autre. La même couleur d'un œil à l'autre. Hein? Ouais. Quelquefois, c'est pas le même œil. Moi, je sais que pour des raisons... il y a un œil qui voit plus le bleu que l'autre. D'ailleurs, il y a des gens qui ne voient qu'en noir et blanc. Oui, c'est parce que leur bâtonnet, leur cône ne marche pas. Il déconne. Ouais. Ouais.
Mais là, il y a des cônes qui ne marchent pas. C'est difficile. Oui, non, mais alors, en fait, on leur fait, ils font effectivement, on peut leur faire de la fausse tricot avec des plastiques. Je ne sais pas si vous savez, un des premiers procédés, si ce n'est pas le premier, ça doit être le premier d'ailleurs, procédé de photographie en couleur mis en place par les frères Lumière, donc au tout début de la photographie, pas tout à fait au tout début, mais enfin disons, ouais, au début de la photographie populaire, en fait il photographiait en noir et blanc comme tout le monde, noir et blanc c'est bâtonnet hein, en gros, et il mettait dans l'épaisseur de la plaque photographique de la gélatine, des petits filtres colorés, faits en fécule de pomme de terre, colorés, comme ça. Et ça s'appelle les autochromes, c'est superbe, vous avez en fait c'est un cliché noir et blanc, hein, qui est fait à travers des filtres comme nos yeux, et qu'on voit, il suffit d'éclairer ça en lumière blanche, lumière qui contacte les couleurs, pour voir les couleurs, alors que contrairement à ce qu'on a fait ensuite en photographie couleur, vraiment le procédé, ça marche comme nos yeux. C'est fait dans les années, je crois, 1900. Le Kodachrome, c'est beaucoup plus tard, mais effectivement, c'est 3 couleurs. Là, c'est trois couches. 3 couches. Là c'était une seule couche avec des petites pastilles, des fécules de pommes de terre avec les couleurs différentes. J'ai une réflexion et pas interrogation, mais je vois là, avec ce que tu nous dis, l'importance de la couleur, parce que je me suis toujours interrogé, quand il y a, surtout qu'au niveau spatial, il y a pas mal de découvertes d'engins qui vont dans l'espace pour reconnaître, et je me dis, mais comment ils arrivent à déterminer à des millions d'années-lumière qu'il y a de l'hydrogène, etc. Et là j'ai une réponse, c'est grâce à la couleur. Je dis comment ils arrivent à déterminer la température. C'est uniquement la couleur. Et la couleur. Alors, la couleur au sens large. Oui, hein. bien entendu. C'est la couleur au sens large. Mais effectivement, c'est simplement d'analyser la lumière. Et donc on voit en même temps que la couleur, eh ben, ce sont des ondes. Ah bah c'est simplement, c'est de la lumière toute bête. Hein, je veux dire que, et voilà. Pour nous, la lumière, la couleur, c'est juste une longueur d'onde. Voilà. Donc il y a une infinité de couleurs pour les fabriquer. Est-ce qu'il y a un lien avec la fibre optique aujourd'hui? La fibre optique, ce que c'est fait, elle transmet de la lumière. Hein, donc c'est la lumière. La lumière, on fait ce qu'on veut avec. Actuellement, bien sûr. L'avantage de la lumière, c'est qu'elle se déplace rapidement. C'est ça qui est pratique. C'est que ça va très vite. Donc ça marche bien. C'est vrai, on a eu du mal, mais les choses se sont déclenchées. Ce qui est assez extraordinaire dans l'histoire, c'est que, en fait, tout est arrivé pour ce domaine-là, début de la fin du règne de Louis XIV, dans les années 1670, où, pour la première fois, on arrive enfin à déterminer la distance de la Terre au Soleil. C'est pour ça que la fontaine est important, parce qu'il explique, j'aperçois le Soleil qui est dans la figure, sa distance peut juger de sa grandeur. On a enfin la distance de la Terre au Soleil, là, à cette époque-là. Donc on sait quelle est la dimension du Soleil, on sait que on pourrait mettre quelques terres, 100 terres dans le diamètre du Soleil. C'est quand même, la Terre est toute petite. Donc à la distance du Soleil. Mais juste après, 4 ans plus tard, on arrive à, enfin, alors que ça faisait pas mal de temps qu'on essayait, mesurer la vitesse de la lumière. Et on s'aperçoit que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, et que je continue à penser maintenant d'ailleurs, parce que pour nous c'est plus simple, la lumière ne se déplace pas instantanément. Galilée avait déjà essayé un petit peu, hein, et il avait trouvé des belles manips, mais ça ne marchait pas, parce que ça manquait un petit peu de précision de mesure. Et là, 1676, on arrive enfin à mesurer la vitesse de la lumière. Donc qu'est-ce qu'on découvre? On vient de connaître la distance de la Terre au Soleil. 8 minutes
Non. 33 millions de lieues la distance de la Terre au Soleil, là c'est bien. Et en fait, on découvre que pour parcourir cette distance, il faut 500 secondes. Alors, on peut dire 8 minutes et quelques, mais c'est 500 secondes, ça tombe rond, c'est vachement plus à faire. 500 secondes. Et 33 millions de lieues, c'était déjà une mesure. Qu'est-ce que c'est qu'une lieue? Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une lieue? Quoi? Non, mais ça, c'est le résultat des courses. Non, non, non. C'est quoi une lieue? Une lieue, c'est la distance qu'on parcourt à pied en 1 heure. Voilà. C'est ça qui est important. C'est qu'on ramène tout à nous, à nos propres sens pour pouvoir comprendre quelque chose. La distance qu'on mesure à pied, qu'on parcourt à pied en 1 heure. Ça veut dire que si ça monte, ben, la lieue n'a pas la même longueur que si c'est plat. Donc c'est un peu le cirque, parce que, mais en gros, on ne se trompe pas trop. Là, on dit 33 millions de lieues. Très bien. Combien de temps il faut marcher pour 33 millions d'heures? Ok, ça fait combien d'années ça? Et là, on ne sait plus parce que c'est le genre de choses pour lesquelles on est complètement déconnecté. En fait, amusez-vous à faire l'évaluation de calcul, vous allez voir, c'est pas mal. Alors quand il nous donne 700 millions d'années pour une planète ou un... Comment il c'est l'âge. Avec la couleur? L'âge de la planète, l'âge d'une étoile ou l'âge de la distance? Non, la distance. Ah ben la distance, on mesure en années-lumière parce que c'est plus facile. Hein. Même on a un truc encore mieux que les années-lumière, mais c'est en gros, mais c'est toujours le temps que met la lumière à les parcourir. C'est ça qu'on a bien compris très tôt et qui est vraiment très compliqué à accepter pour nous tous. C'est que entre moi et vous, il y a à peu près 5 milliardièmes de seconde de décalage. Alors on s'en fout. Sauf que entre la Lune et nous, c'est 1 seconde 1/4. Là, ça commence à faire. Entre le Soleil et nous, c'est 500 secondes. Ça suffit pour atteindre le train. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la simultanéité n'existe pas. 2 événements simultanés, c'est 2 événements qui ont lieu au même endroit, au même moment. Mais entre nous, il y a déjà ce petit décalage. Alors évidemment, nos sens s'en foutent, sauf que quand on va s'occuper de choses vraiment très pointues, on est obligé d'en tenir compte. C'est grâce à ce petit décalage tout simple que nos GPS fonctionnent. Hein. Il faut bien comprendre que ces choses-là, on les apprivoise petit à petit, on s'en sert. Mais en réalité, ben oui, mais on maîtrise la technique, mais le problème c'est que avant de comprendre vraiment ça, c'est vachement simple, c'est vachement compliqué en réalité. Parce que heureusement pour nous, on considère qu'on est debout sur une terre plate et que la terre est sous mes pieds. Or en réalité, c'est pas ça, c'est que je suis suspendu par les pieds au-dessus du vide. Et oui, c'est là qu'il y a de la place en dessous. Hein. Je suis suspendu, et vous aussi d'ailleurs, on est suspendu par les pieds au-dessus du vide. Ben oui. Donc c'est important, ben, ça permet de relativiser beaucoup de choses. Malheureusement, il y a des choses qu'il ne faut pas relativiser. Camarades. Hein? On aborde la lumière selon 2 aspects. Il y a l'aspect ambulatoire, Ouais. mais il y a l'aspect matériel. Corpusculaire, oui. Le photon. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Ben, c'est un mélange des deux. En fait, une des particularités de la lumière, c'est que selon le mode de réception ou le mode de calcul, c'est l'un ou l'autre. Alors c'était la chose à l'époque de toujours Louis XIV, Huygens, il avait pigé le truc, parce qu'on peut faire une très belle théorie pour expliquer la réflexion, toutes ces choses-là, avec une théorie ondulatoire, sans problème. Et la lumière, c'est une onde. Effectivement, la lumière se comporte comme une onde quand on analyse ça comme les ondes. Ça marche très bien. Mais la lumière se comporte comme des flux de particules quand on analyse ça comme des flux de particules. Ça marche aussi très bien. Donc c'est les deux ensemble. C'est un des paradoxes apparents. C'est parce que nos sens sont pas faits pour ça, c'est tout. Notre intelligence, oui. Quand je dis notre intelligence, c'est notre intelligence collective. C'est en fait l'ensemble du travail qui nous a permis de comprendre petit à petit tout ça. Donc, pour vraiment comprendre ce qui se passe, pour la lumière et donc pour l'univers, c'est la même chose, nos sens sont complètement impuissants. C'est ce que nous dit déjà l'ami La Fontaine. C'est pas avec nos sens qu'on peut comprendre. Il faut rectifier avec notre intelligence. Et ça, c'est très très important. Hein.
C'est très très important. C'est en fait, notre sensibilité nous trompe, parce qu'on a l'impression que tout est comme notre environnement. C'est pas vrai. C'est pas ça. On a fini par comprendre ça, et c'est passionnant, mais ça nécessite des outils un peu compliqués. Donc, se faire une représentation plastique de l'univers, ça n'a pas de sens. À cause de ce problème, par exemple, de la simultanéité. La seule façon de comprendre les choses, c'est de comprendre les équations, c'est tout. Donc il faut apprendre le langage. Il faut apprendre le langage, et c'est pas plus compliqué qu'un autre langage. Hein. La musique, pour moi, c'est vachement plus compliqué que les équations. Parce que j'adore la musique, mais j'y comprends rien quand je vois une partition. Si vous voulez comprendre l'univers, il faut apprendre à lire les partitions. C'est la même chose, c'est pas plus compliqué. Il faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y a que quelques-uns qui peuvent comprendre les mathématiques, c'est pas vrai. Il suffit de travailler, mais comme la musique. La musique, ça paraît, oui, tu bosses un peu, tu vas finir par lire une partition, oui. Les mathématiques, c'est la même chose. Mais il faut bien comprendre que la seule façon de décrire l'univers, c'est d'utiliser le langage qui lui est adapté. Donc voilà, au boulot. Ce qui fait qu'on continue, pour un certain nombre de gens, à affirmer que la Terre est plate. Ah mais il y en a même qui sont pires que ça, il y en a qui disent qu'elle est creuse, enfin bon. mais si vous voulez, bon, c'est leur problème. Tant qu'ils n'essayent pas de l'imposer aux autres. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de l'imposer aux autres, ils se sont cassés la gueule. Ça, la Terre est plate, la preuve, je vais tout droit, vas-y, va tout droit. Et tu vas revenir ici. Ah bon? Donc elle ne doit pas être plate. Elle est peut-être vraiment creuse. Ah ouais, peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais le noir sous la Terre... non, là, c'est pareil, on commence à assez bien comprendre ce qui se passe là en dessous, mais pas tout. Et puis pourquoi ça bouge et comment ça bouge, mais il y a plein de choses à faire. Vous savez, il y a une des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé dans la région, en particulier avec les moyens d'observation qu'on a mis au point qu'au sol, il y a le laser qui tirait sur la Lune, etc. La laser Lune, ça sert à bien comprendre où est la Lune. Alors ça nous paraît marrant, ça, mais actuellement, la précision de la localisation du centre de la Lune n'est que de quelques centimètres. On ne sait pas faire mieux. On va faire mieux, mais quand on a commencé à faire ces tirs laser-là, on était à plusieurs mètres. Alors on dit, bon, on s'en fout, ça dépend ce qu'on fait. Tout dépend ce qu'on veut en faire. Et si on veut comprendre, par exemple, comment les choses évoluent sur des millions d'années, des milliers d'années, même seulement des milliers d'années, il faut connaître les choses avec la plus grande précision possible. Il y a une chose, par exemple, on imaginait depuis Newton, c'est lui qui est le premier, donc pareil, à la fin de l'époque, Louis XIV était mort quand il a dit ça, mais c'est le début du XVIIIe siècle. Newton nous montre que la Terre ralentit, tourne de moins en moins vite. Ça paraît évident. Elle doit tourner de moins en moins vite pour une raison simple, c'est la raison que tout le monde connaît. Quand vous voulez savoir si un œuf est frais ou s'il est cuit, vous le faites tourner. Un œuf dur tourne très bien, un œuf frais ne tourne pas. Pourquoi? Parce que c'est mou à l'intérieur et qu'il y a des perditions, bon, d'accord. La Terre, c'est mou à l'intérieur. Puis il y a des océans qui frottent, donc elle perd un petit peu de sa quantité de rotation. Donc le système Terre-Lune, qui est un système a priori fermé, limité dans ses compétitions, compétitions locales, qu'est-ce qu'il fait? Si la Terre ralentit, la Lune va s'éloigner pour que le moment cinétique global du système reste constant. Il n'y a pas de raison qu'on en perde. Donc la Lune s'éloigne. Si la Lune s'éloigne, la Terre ralentit, la Lune s'éloigne. De combien elle s'éloigne? Bon, évidemment, à l'époque de Louis XIV, on imaginait que la Terre ralentissait, mais c'était pas beaucoup. Et que la Lune s'éloigne, on s'en foutait un peu, parce qu'on ne savait pas vraiment très bien où elle était. Et puis, toujours à la même époque, en regardant le travail, regardant les enregistrements, les témoignages des éclipses de l'Antiquité, le père, un copain de Newton, Halley,
découvre que y a un décalage entre les éclipses célèbres de Babylone en moins 145, je crois. L'éclipse de Babylone, s'il a refait les calculs extrêmement précis qu'il a à sa disposition, parce qu'il a une bonne position de la Lune avec l'éclipse de 1715, très bien, il s'aperçoit que il recalcule la position des éclipses anciennes, il s'aperçoit que l'éclipse de Babylone n'a pas lieu à Babylone. Alors il dit, ou bien c'est des charlots qui nous ont raconté quelque chose, ou bien il s'est passé quelque chose entre les deux. Alors, on fait toujours confiance quand même aux gens qui font le boulot avant, on dit qu'il s'est passé quelque chose entre la Terre effectivement bien ralentie. Ça nous donne la valeur du ralentissement, 3 millièmes de seconde par siècle, bon ça marche, bon c'est bon, ça marche, on est content. Donc la Lune s'éloigne d'à peu près 1 mètre par siècle. Depuis qu'on mesure la distance Terre-Lune avec une précision de quelques centimètres à Cossol en particulier, on a bien vu, ça fait 40 ans, on a bien vu la Lune s'éloigner de 60 cm. Donc ça marche. Ça marche. Il faut continuer à faire le boulot, faire confiance aux observations anciennes, puis les traiter avec les moyens modernes. Et puis continuer d'avancer. Donc il faut indispensable, d'abord, contrairement à ce qu'on nous raconte parfois, de faire de l'histoire, de s'appuyer sur le travail qui a été fait avant nous, de comprendre qu'on n'est rien d'autre que les successeurs de nos prédécesseurs et qu'il y en a d'autres qui vont suivre derrière. Oui, donc ça veut dire qu'il faut toujours rester dans ce même suivi. S'il y a des choses nouvelles, bien sûr. Quelque part, c'est pas... Il ne faut jamais s'arrêter. Oui, mais c'est pas toujours accepté. Alors, bien sûr, c'est pas accepté de toute façon, mais ça coûte pas cher, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Un télescope, un grand télescope, ça coûte moins cher qu'un porte-avions. Mais ça peut remettre tellement de choses en question qu'il vaut mieux finalement ne pas s'y intéresser. Ah bah oui, mais là c'est non, beaucoup. mais c'est ce que ça veut dire en fait. Oui. Ouais, ceux-là, ils ont... Ah non, c'est sûr, il vaut mieux vendre du vent. Tu veux faire une école de commerce? Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas dans les écoles de commerce qu'on apprend ce genre de choses. Oui. Est-ce que de ces observations, on pourrait dire que du coup l'univers est infini, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin? Non. On ne sait pas. Dans l'état actuel de nos connaissances, la structure qu'on a, l'univers, il est effectivement fini, mais sa structure, elle s'explique, elle se lit très bien si vous lisez les équations. Mais voilà, elle est structurée par la lumière pour l'instant. Il est probable que ces choses vont évoluer encore. Mais ce n'est pas parce que les choses évoluent qu'elles remettent complètement tout en cause. À l'époque, même maintenant, tout simplement, prenons des choses toutes simples. La géométrie qu'on a tous appris à l'école et qu'on utilise tous actuellement, qui permet de mesurer avec très grande précision la surface de cette pièce, ne nous permet pas de mesurer la surface de la Terre. Ah bah oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Parce que justement, malgré les apparences locales, la Terre n'est pas plate. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention quand on change d'ordre de grandeur. Et donc quand on s'occupe de la structure de l'univers, il ne faut pas oublier qu'on a changé de plusieurs ordres de grandeur. Donc il ne faut pas essayer d'analyser ça avec notre perception et notre perception immédiate. Nos sens nous permettent, c'est encore La Fontaine qui nous le rappelle, nos sens nous permettent de ne pas se casser la figure quand on marche, mais ils ne nous permettent pas d'accepter qu'on est effectivement bien suspendu par les pieds au-dessus du vide, parce que c'est complètement contraire à notre perception. Or, c'est la réalité. Contrairement à ce qu'on a cru au début, qu'on était au centre de l'univers, puisqu'on voit tout l'univers tourner autour de nous, ben non. Ben là, c'est la même chose. C'est pas en prenant notre environnement et le multipliant qu'on va pouvoir comprendre l'univers. C'est autre chose. Donc il faut faire appel à notre intelligence et notre culture. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Et que malgré toutes les guerres, malgré tous les problèmes, ce genre de choses ne s'arrête pas. Quelquefois, ça ralentit un peu, mais ça ne s'arrête jamais. Une des choses qui est assez amusante du temps de l'embargo sur les produits soviétiques, à l'époque du temps où je m'occupais un peu de photographie astronomique, il y avait des plaques photographiques
Il y avait très très peu de types de plaques photographiques qui permettent de faire des choses sur le ciel. Donc il y avait 2 fabricants dans le monde. Un, c'était Kodak Rochester, puis l'autre, c'était en Allemagne de l'Est, il y avait un truc, et en URSS, il y avait Orvo qui faisait ça. Et il y avait 2 fabricants. Embargo complet entre Est et l'Ouest à cette époque-là. Les collègues qui travaillaient à Zelonchuk et ailleurs ont utilisé des plaques Kodak qui passaient chez moi. Et on avait les plaques Orvo qui... On s'est toujours débrouillé pour que ça marche, malgré tout. C'est vrai que c'était pas facile. Mais on essaye. Ça déborde, ça dépasse tellement en fait les malheurs du moment. Comment? Oui, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est même parfois difficile et dangereux. Mais... Vous confirmez que l'univers est en extension? Pour l'instant, c'est ce qui rend le mieux compte de ce qu'on observe. Ça ne veut pas dire que ça sera comme ça tout le temps. Il est probable que la constante de Hubble, etc., évolue dans le temps. Il est probable que la vitesse de la lumière évolue aussi. Bon, il y a des tas de choses. Il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus. Alors, évidemment, c'est un peu loin des préoccupations immédiates, hein, mais c'est des clés pour la suite. Quoi. Donc il ne faut pas. Si l'univers est fini, comment se fait-il qu'il y a des scientifiques qui ont prouvé en tout cas, qu'il y a des espaces gémellaires? Que penser du multivers? Ben ça, l'univers est fini au sens 4 dimensions et non pas de 3 dimensions comme nous on le perçoit très bien. Est-ce qu'il y a effectivement un multivers ou d'autres univers avec des communications? Pourquoi pas? Je veux dire que, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on a essayé de comprendre ce qui se passe dans ce qu'on attrape avec les images qu'on a maintenant. Ben, il y a beaucoup de travail. Pour l'instant, on n'a pas encore besoin de se fabriquer des sorties de secours. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Hein. Mais ça veut dire qu'on n'en est pas là. Enfin, surtout moi. Est-ce que la physique quantique, ça a permis à la recherche astronomique de faire des progrès? Bien sûr. Bien sûr, et ben oui. Oui, ça continue. Hein. C'est clair que... En fait, on va vivre normalement dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent une unification des lois fondamentales de la physique. Hein. En gros, la relativité et la quantique, gravité, devraient pouvoir effectivement vivre ensemble. Pour l'instant, non. C'est 2 choses différentes. Mais c'est un petit peu le même type de dilemme qu'il y avait à l'époque de Huygens, donc de Louis XIV. Hein. La lumière est-elle corpusculaire ou ondulatoire? Les deux, en général, ça dépend comment on la regarde. Ben, c'est un petit peu la même chose pour le reste. On n'en est pas encore là, mais on va... Il y a des dilemmes. Il faut bien comprendre qu'on est toujours en train de découvrir, à chaque fois qu'on fait une grande découverte, on découvre notre ignorance. Hein? Il y a plus que hein? Il y a plus à découvrir. Ben, bien sûr. Non, il y a du heureusement. Ben, ouais, sinon, c'est pas la peine, on va se coucher. Bon. Bien, ben, merci. Pardon, oui.